Alors, je vais vous parler d'autolithes. Je vais vous rappeler ce que c'est qu'une otolithe. Ce sont des pierres d'oreille et non pas des os, hein. Alors, beaucoup les assimilent à des os, mais c'est une erreur parce qu'il s'agit réellement de pierres qui se forment dans l'oreille interne. Essentiellement, voilà, on va parler des poissons osseux du bassin parisien, de l'Éocène précisément, mais on en trouve aussi chez l'homme, on appelle ça des cristaux, et certains en souffrent parce que c'est une maladie qui occasionne des vertiges particuliers, notamment dans la maladie de Ménière, qui font que les gens ont l'air sous, ivres, alors qu'il n'en est rien, ils ont juste un décalage des cristaux d'oreille. Alors c'est pas vraiment des otolithes, mais ça s'y apparente. Chez les poissons osseux, c'est vraiment très particulier. On a à l'état fossile, alors ils sont rarement très gros dans le bassin parisien, dans les Hauts-Seine. Bon, la plupart des spécimens que je vais vous montrer seront millimétriques, voire centimétriques pour les plus gros, mais c'est loin d'être toujours le cas. C'est souvent bien plus petit, et c'est pour ça que dans certains gisements, notamment au Lutétien moyen, c'est-à-dire à l'Éocène inférieur, on a de grandes concentrations d'autolithes, et on arrive, grâce à ces éléments-là qui se préservent bien et qui sont très diagnostiques, c'est-à-dire qui permettent de distinguer vraiment à la fois les familles, les ordres, mais aussi les genres et les espèces, on arrive à dire qu'il pouvait exister certaines espèces, certains groupes de poissons osseux, alors qu'on ne trouve pas à côté de dents, d'écailles, d'os caractéristiques, et surtout pas d'éléments comme on a l'habitude d'en voir sur des plaques qui proviennent, on va dire par exemple, là on a un petit smerdis, enfin Dapalis macrorus de l'Oligocène du sud de la France. Ça, dans le bassin parisien, on n'a pas la possibilité de trouver ce type de poisson. On n'a que éventuellement des vertèbres isolées, ou plus rarement des aiguillons, mais qui ne sont pas toujours caractéristiques. Et par contre, on a la chance d'avoir les otolithes qui, si on l'avait sur ce poisson-là, se trouverait par rapport à l'œil, qui est ici, à 2 fois la taille de l'œil. Donc il se trouvera à peu près ici à flotter dans les conduits semi-circulaires. Alors on en trouve dans le bassin parisien de ce genre-là, hein, des Dapalis, mais qui vivent uniquement dans les milieux lacustres. Or, ce que je vais vous présenter, c'est essentiellement un milieu marin. Mais voilà, les Dapalis comme ça, on peut en trouver à l'état fossile dans le bassin parisien, mais uniquement sous forme d'autolithe. Alors, si on prend la taille du poisson ici, qui est à peu près de l'ordre de, vous voyez, 8 cm, on va dire que l'autolithe, elle va représenter 1 mm. Et ça donne une proportion à peu près équivalente pour l'ensemble des autres spécimens. On va pouvoir déduire à la fois la taille, mais aussi le groupe, à peu près de quoi il se nourrissait, de tout un tas d'informations qu'on a dans le registre fossile sous forme d'autolithe. Il faut également savoir que les otolithes actuels sont encore très fortement employés pour déduire la santé des stocks de poissons. Alors là, je vous présente une otolithe qui s'appelle une... Alors il y a 3 paires d'autolithes, hein, je vais essayer de vous mettre un petit schéma. Il y a 3 paires d'autolithes, donc 3 x 2, 6 otolithes, mais les plus grosses et les plus caractéristiques sont celles qu'on appelle les Sagitta, parce qu'elles ont à la fois une taille et surtout des dessins, des schémas, comment dire, qui sont un sulcus, et qui sont un espèce de trait qu'on observe sur la face interne de l'otolithe. Chez le poisson, quand il est vivant, elle se situe comme ça dans le crâne. Elle se situe de manière allongée. Donc là, celle-là, ça serait une otolithe, une sagitta droite, d'un albuliforme. J'essaierai de mettre un petit schéma pour montrer ce que c'est, à quoi ça ressemble. C'est un poisson qui, lorsqu'il était vivant, pouvait faire dans les 60 cm. C'est déjà un bel exemplaire, parce que vous allez voir après que la majorité des autres spécimens sont de taille bien plus modeste. Donc je vais le mettre en pause 2 secondes. Alors, là j'ai étalé une partie de l'espèce la plus fréquente qu'on a sur les gisements de l'Éocène inférieur, mais qui sont du Lutétien moyen, c'est-à-dire d'une plateforme continentale
type corallien, et c'est le groupe les apogons. Apogon magro-lépice, et là c'est l'espèce la plus fréquente. Sur un gisement, on a comptabilisé pendant plusieurs années de comptage et de recherche. Cette espèce-là représente à peu près 80% des otolithes présentes sur le site. Et les 20% restantes, ça se partage avec toutes les espèces. Ce qui représente ça, c'est vraiment des bancs entiers de poissons qui existent encore dans l'actuel. Je vous montrerai en photo, ce sont des jolis poissons. Et on a aussi des stades à différents degrés d'évolution. On a aussi bien des juvéniles que des adultes, bien sûr. Alors, on ne peut pas distinguer les sexes, à ma connaissance, mais pourquoi pas, hein. Et on a aussi des spécimens qui ont des protubérances sur la face externe, qui sont apparentés à des sujets, des individus âgés. Voilà, par exemple, on va en avoir une, j'espère qu'on le verra à peu près. Je vais essayer de zoomer un petit peu, mais ça ne sera pas forcément évident. Ouais, ça va pas être évident. Je vais essayer de la mettre comme ça. Il veut pas. C'est pas mal. Ah si, voilà. Donc cette otolithe là, qui est une sagitta, encore une fois d'Apogon magro-lépice. Sagitta, alors il faut que je regarde la position, c'est une sagitta gauche, est un individu âgé, parce qu'il a des petites protubérances que n'ont pas d'autres spécimens. Donc ça, on en a compté très très peu, mais il y en avait quand même une partie, on va dire peut-être sur les 50 000 otolithes de cette espèce-là qu'on a récolté, on en avait une centaine de spécimens, ce qui était déjà assez conséquent. Bon, je vais le mettre en pause, vous montrer d'autres exemplaires. Alors, dans les sables, ce qu'on a récolté, les plus de 50 000 exemplaires, il faut savoir que j'ai donné la très grande majorité à un ami avant qu'il décède, qui lui-même l'a donné à un musée en Belgique. Hein. Donc, ces otolithes-là, je ne les ai plus en ma possession. J'en ai encore, hein, j'en ai encore quelques-unes, hein, notamment celles-ci, qui sont une espèce qu'on n'avait pas encore bien caractérisée, qui est probablement un Neobites. Je mettrai pareil une photo de l'animal pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Elles sont pas hyper spectaculaires puisque la plupart sont de l'ordre de 5-6 mm. Vous voyez, c'est à peu près la taille maximum qu'on peut obtenir pour cette espèce-là. C'est une espèce qui vivait certainement dans les roches. Pour ça qu'on l'a moins présente, puisque là-bas on était sur un atoll corallien et je pense qu'il y avait moins d'infractuosité rocheuse, en tout cas au moment du dépôt. Et donc il y a certaines espèces qui sont très peu présentes, voire quasi absentes. On en a des fois un exemplaire prouvant qu'il y avait un passage, mais ça n'allait pas au-delà. On a encore cette petite espèce-là, qui est normalement Sepola bartonensis. Alors, je la sors pas, mais vous voyez, c'est des petites otolithes qui font de l'ordre de 3-4 mm. Alors, il faut savoir que toutes ces otolithes, tous ces éléments-là, ont fait l'objet d'un prélèvement de sable brut sur place. Ce sont des sables blancs calcaires, qu'on appelle le calcaire grossier du Lutétien, et qui contiennent toute une faune de mollusques, de bryozoaires, de coraux, quelques brachiopodes, de céphalopodes, enfin tout très très diversifié. Et parmi tous ces éléments-là, on a les otolithes, qu'il faut donc faire un processus de calibrage, de tamisage assez strict. Hein. J'avais fait une petite vidéo l'année dernière là-dessus, pour montrer comment je procède, parce que si on ne respecte pas certaines étapes, on va passer à côté de beaucoup de matériel. C'est un protocole qu'on avait mis en place avec un ami, on s'était aperçu que si on dérogeait un petit peu à cette règle, on ne trouvait pas grand-chose. Donc on a, au fur et à mesure du temps, affiné la méthode et on l'a finalisé, noté, et après on l'a employé, on l'a diffusé, sachant qu'il existe d'autres méthodes. Mais nous, avec ce qu'on avait à disposition, c'est la meilleure rentabilité. Alors là, on a encore des toutes petites otolithes, des sagittas qui sont extrêmement élancées. Ça, je ne me souviens pas les avoir identifiées, mais vu le nombre, elles sont forcément très rares.
Parce que quand j'en ai 2 dans une boîte, ça veut dire que ce sont des spécimens qu'on a trouvés en 4 ou 5 exemplaires, pas plus. Donc il y a une partie qui a été donnée au Muséum de Bruxelles, qui sera, je l'espère, un de ces jours étudié. Bon, j'en ai aucune certitude. Là, on a encore des autres otolithes. Alors, il faudra que je retrouve le nom parce que je l'ai plus en tête là. Mais c'est du Brosmophysius normalement. C'est pareil, des otolithes. Vous voyez qu'elles sont pas hyper nombreuses. Alors, il y en avait, mais ça constitue pas le fond principal. Le fond principal étant composé des sagittas, de l'Apogon magron-épice. Et elles sont extrêmement nombreuses. Là, on en a une dizaine de spécimens. La taille moyenne est de l'ordre de 4 à 5 mm, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'il y a des otolithes encore plus petites qu'on ne peut observer que sous binoculaire. Et là, ça sera impossible de vous les montrer en l'état. Après, on a aussi des spécimens qui sont hors normes. Le problème, c'est qu'ils sont absolument incomplets. Voilà. Ça, c'est des éléments qu'on a pu trouver, mais de manière très endommagée. On n'a jamais su à quoi ça appartenait réellement. Probable que ce soit des otolithes, mais on n'a pas une certitude absolue. Parce que bon, il y a encore des éléments des fois qui sont difficiles à discriminer. On n'observe pas de sulcus, alors c'est peut-être tout autre chose. Hein, si vous-même en avez déjà trouvé, et vous savez ce que c'est, vous m'en faites part, ça me fera plaisir. Si malheureusement, pour l'instant, ça restera comme ça, indéterminé, comme beaucoup de choses, mais c'est pas un problème en soi. On a encore là. Alors des fois, on avait des otolithes toutes blanches. Alors pourquoi? Ça, je ne sais pas. Pareil. Pourtant, elles ont été trouvées dans la même couche que les autres. Voilà. Les autres, vous voyez, sont plutôt foncées de couleur. Mais certaines otolithes ont conservé une couleur, une coloration blanchâtre. On ignore la raison. Peut-être qu'il y a un vannage aussi, avec un brassage de différentes espèces ou de préservation. Il en allait de même hein, pour les coquilles. On avait des coquilles majoritairement blanches, mais de temps en temps, on a des coquilles rosées. Et ces coquilles rosées sont pourtant dans le même niveau. Elles n'ont pas, a priori, subi un processus de fossilisation distinct. Mais bon, c'est ce qu'on arrive à discriminer sur le long terme. Et on ne connaît pas toujours la raison exacte. Donc, je ne vais pas essayer de tirer des conclusions hâtives là-dessus. Ça ne servirait strictement à rien. Quand je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas. Il n'y a pas de honte. Je suis qu'un amateur. Et même les professionnels qui travaillent sur le sujet, ils sont des fois pas aptes à vous dire le pourquoi du comment. Là, on a encore tout un tas d'espèces à trier. Il y a à la fois de l'Apogon, à la fois du Brosmophysis. Bon, j'essaierai de vous mettre la planche récapitulative qu'on a faite avec Hervé avant son décès l'année dernière. On a identifié une bonne quarantaine d'espèces sur ce gisement-là, qui est un des gisements les plus riches du bassin parisien, mais c'est loin d'être le seul. Et c'est tant mieux. Mais dans certains niveaux, on n'a absolument rien. On a des fois une otolithe ou 2 otolithes, pas plus. Et on ne comprend pas la raison. Pourtant, elle devrait potentiellement se préserver de la même manière. Et c'est pas toujours le cas. Donc, comment l'expliquer? On ne l'explique pas. Quoi qu'il en soit, on essaye avec nos moyens, nos connaissances qui sont celles d'amateurs, peut-être amateurs un petit peu éclairés, mais d'amateurs quand même. Et on essaye de trouver des analogies, trouver des éléments d'explication, mais je vous dis, c'est très complexe. Bon, il y a plus de 40 millions d'années qui nous séparent de ces faunes. Même si on a des analogies avec les faunes actuelles, il y a des conditions de dépôt qu'on ne connaît pas, tout un tas de choses qu'on est très très loin de maîtriser. Ce que je dis toujours, et je le dirai toujours, on ne connaît que très peu l'Éocène du bassin parisien. On l'a survolé par les grosses espèces, la sédimentation en général, mais il y a toujours des particularités locales sur certains gisements, et ça, il faut absolument les prendre en compte si on veut avoir une meilleure compréhension de chaque dépôt. Voilà. Bien sûr, il y a des grandes orientations, mais il y a aussi des petites divergences suivant les gisements, et ça, on le voit à chaque fois. Bon, je ne vais pas faire une dissertation là-dessus, je vais vous laisser là. Je vais essayer de monter ce petit film prochainement, et puis j'espère que ça vous intéressera. Si ça n'intéresse pas, tant pis, hein, c'est pas très grave. Il y aura bien 1 ou 2 personnes qui seront intéressées, c'est déjà pas mal. Voilà, à bientôt.